XIVe et au XVe siècle, un archer anglais est censé pouvoir tirer au moins 10 flèches par minute ou 16 tirs ajustés par minute. En termes de fabrication, il faut environ une journée à un artisan spécialisé pour fabriquer un arc long, contre 2 à 5 ans pour un arc composite. À ma connaissance, le tir à l'arc a été pratiqué sur tous les continents depuis la préhistoire. Il n'y a pas d'endroit où l'humanité s'est installée et où on n'a pas pratiqué cette discipline. Alors, je suis Maëlle Coulange, je suis musicienne de formation. Je m'intéresse principalement aux musiques orientales, donc les musiques turques, les musiques persanes, les musiques afghanes, les musiques grecques. Et un peu plus large, les musiques traditionnelles en général, donc que ce soit des musiques occidentales, musique irlandaise, musique française ou des musiques orientales. Aujourd'hui, on est à Saint-Vincent-de-Barès, un petit village d'Ardèche méridionale posé sur un éperon rocheux. On est à hauteur de Privas à peu près, un peu au nord de Montélimar, mais côté Ardèche, donc de l'autre côté du Rhône. C'est un village médiéval qui a été complètement restauré depuis une vingtaine d'années. Et c'est le village dans lequel j'ai grandi, donc que je connais un peu comme ma poche. J'ai commencé le médiéval assez jeune, dans des fêtes médiévales, ici, dans ce village, où j'ai participé pendant pas mal d'années à l'organisation des fêtes médiévales qui avaient lieu ici. Et donc le médiéval, l'histoire en général, mais la période du Moyen-Âge plus particulièrement, a pris beaucoup de place dans ma vie. Pendant très longtemps, je m'y suis beaucoup intéressée, j'ai lu beaucoup de choses et puis voilà, c'est l'occasion de parler un petit peu de cette passion un petit peu plus spécialisée autour du tir à l'arc aujourd'hui. Ma formation autour du Moyen-Âge, en fait, j'ai fait un premier master en dialectologie et patrimoine régional où j'ai travaillé sur une étude de chansons du Dauphiné et du Vivarais. Et en faisant ça, en fait, je me suis vraiment intéressée au patrimoine local et au patrimoine ancien en particulier. C'est là que j'ai fait un stage au château de Montréal, donc en Sud-Ardèche, où j'ai été guide, musicienne et où j'ai découvert le tir à l'arc. C'était en 2007. J'ai travaillé là-bas en 2007 et 2008. Et puis après ça, j'ai fait un deuxième master en littérature médiévale, donc cette fois beaucoup plus spécialisé sur le sujet. Et ça a été une période de recherche vraiment très intéressante. Ça a été vraiment comme ça, pendant le stage à Montréal, en fait, pendant que moi je faisais de la calligraphie et des visites guidées dans un coin, il y avait un pas de tir avec des démonstrations de tir à l'arc au longbow. Et j'ai vraiment découvert le tir à l'arc historique à ce moment-là. Et puis du coup, j'ai investi dans du matériel et voilà. Petit à petit, je suis allée me spécialiser un petit peu dans cette discipline et plus particulièrement dans le tir à l'arc oriental, qui m'intéresse encore plus. Alors l'arc droit déjà, l'arc simple, c'est déjà une pièce de bois monoxyle, un seul bloc de bois sur lequel on va tendre une corde. Et cet arc-là, il existe depuis environ 20 000 ans, mais le plus ancien qui soit parvenu jusqu'à nous, c'est l'arc de Holmgard au Danemark, qui a 10 000 ans. Pour commencer d'abord, le longbow historique, le longbow médiéval, avec une section en D, donc il est monoxyle, taillé dans un seul bloc de bois. La corde est assez épaisse et on voit que c'est un arc assez rustique, assez simple à fabriquer. Là, l'arc il est débandé, on le transporte et on le conserve débandé, toujours pour pas qu'il perde de sa souplesse, de son élasticité. Pour bander l'arc, donc, c'est tout simple. Sur un arc de moyenne puissance, on peut faire comme ça. Pour un arc plus puissant, il faut avoir une fausse corde et éventuellement être à deux. On vient juste tirer l'arc vers soi, on met la corde, on vérifie qu'elle est bien des deux côtés. Et voilà l'arc bandé prêt à tirer. Les flèches les plus anciennes, elles ont 12 000 ans et elles viennent de Elmore en Allemagne. Elles sont en pin, d'excellente facture et elles laissent supposer que si ces flèches-là sont âgées de 12 000 ans, en fait la pratique du tir à l'arc est beaucoup plus ancienne puisque ça a eu le temps de se perfectionner avec le temps. Ce longbow historique a évolué vers une forme plus moderne qu'on appelle l'American longbow, qui est plat déjà, donc qui pourrait s'apparenter à un flatbow qui est un autre style d'arc qui est généralement un petit peu plus large. Celui-ci a une corde moderne, fabriquée avec des matériaux modernes, et il est composite. En fait, il n'est pas composite comme les arcs orientaux avec de la corne et du tendon, mais uniquement avec différentes épaisseurs de bois qui vont lui donner un aspect esthétique et des capacités mécaniques différentes. Pour tirer avec cet arc-là, donc, on pose la flèche sur le dessus de l'arc
et on vient armer avec 3 doigts, un doigt dessus, 2 doigts dessous. En réalité, l'arc droit, il a très peu évolué au fil des temps. Il est resté monoxyle, donc taillé dans un seul bloc de bois, de simple facture et facile à produire en grande quantité, voire en très grande quantité pendant la guerre de 100 ans, à condition d'avoir du bois à disposition, d'avoir des forêts. L'arc long du Moyen-Âge, il est généralement en if, en orme, en frêne, en noisetier, dans d'autres essences comme ça, on en a même retrouvé en chêne. Il est très long, il mesure entre 1,70 m et 2 m. Il exige beaucoup de force et d'entraînement, donc il n'est vraiment pas accessible à n'importe qui. Et sa section est circulaire au niveau de la poignée, mais en forme de D pour les branches. C'est pour ça qu'en général, on parle d'un arc à section en D. Comme les arcs orientaux, il ne possède ni repose-flèche, ni fenêtre de tir. On arme l'arc avec les doigts de la main de flèche, donc la main droite pour un archer droitier. Plusieurs options sont possibles, mais la plus courante est l'appréhension méditerranéenne, c'est-à-dire là, on met l'index au-dessus de la flèche et le majeur et l'annulaire juste en dessous. La corde de cet arc, elle est assez souvent en chanvre. On a retrouvé quelques arcs avec des cordes en soie pour des arcs de haut prestige, des arcs très haut de gamme. Ça, c'est vraiment pour le longbow occidental, hein. C'est un peu différent pour les arcs orientaux, mais on en parlera juste après. Et cette corde, on la cire régulièrement pour prolonger sa durée de vie. À partir du début du XIVe siècle, les extrémités de l'arc, qu'on appelle les poupées, sont renforcées par de la corne échancrée sur laquelle on vient fixer la boucle de la corde. Ça permet de rallonger un petit peu la durée de vie de l'arc. En termes de fabrication, il faut environ une journée à un artisan spécialisé pour fabriquer un arc long, contre 2 à 5 ans pour un arc composite. Ça en fait une arme bon marché et particulièrement dévalorisée, mais les artisans qui les fabriquent disposent de certains privilèges, comme des franchises fiscales par exemple, ce qui montre que la facture d'arc était quand même quelque chose d'assez réputé. La puissance de l'arc et la technique de tir à 3 doigts, donc l'appréhension méditerranéenne, imposent en général le port d'un gant en cuir, particulièrement sur des arcs puissants. Le modèle type est un demi-gant en cuir fixé au poignet qui couvre l'index, le majeur et l'annulaire. Un brassard en cuir sanglé sur l'avant-bras, qui tient l'arc, protège l'archer du frottement de la corde au moment de la décoche. Et puis enfin, il y a un autre type d'arc qui est dérivé du longbow, qui est l'arc français, qu'on appelle aussi l'arc bourguignon. C'est un arc droit, légèrement plus court que le longbow, et ses branches sont légèrement recourbées aux extrémités. Il est moins puissant et tire un peu moins loin, mais il est plus précis et souvent préféré pour la chasse. L'arc composite, lui, il date d'il y a environ 4000 ans. Il a été créé quelque part dans les steppes d'Asie centrale, entre l'Oural et l'Altaï, et il a été utilisé par tous les peuples cavaliers qui vivaient là-bas. Et il a eu le temps de se perfectionner au fil des siècles pour atteindre un niveau de perfection technique rarement égalé. Il a été utilisé par de nombreux peuples comme les Huns, les Scythes, les Magyars, les Avars, etc. Alors je tire avec un arc très court, c'est donc un arc turc, un arc ottoman, une copie des arcs qu'on a retrouvés dans des musées comme à Istanbul, à Ankara par exemple. Ce sont des arcs qui existent depuis environ 4000 ans, mais qui ont été perfectionnés au fil des siècles. Celui-ci n'est pas un arc composite comme ceux dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'il est de conception moderne, fabriqué en résine principalement. Il n'y a pas de bois dans cet arc-là, mais c'est juste que la résine permet aujourd'hui de faire des arcs qui ont à peu près les mêmes capacités motrices, techniques, que les arcs composites, mais qui n'ont pas les défauts, comme par exemple la faiblesse face à l'humidité ou à la pluie par exemple. Et puis ce sont des arcs qu'on n'a pas besoin d'échauffer avant de tirer avec. Pour la décoche, j'utilise un anneau de pouce qu'on appelle donc zigir en turc et qui vient crocheter la corde sur le côté et on vient verrouiller le pouce avec l'index pour pouvoir armer jusqu'à la bouche. Il y a différents points d'armement. Certains vont armer à la mâchoire, à la bouche ou à l'œil. En fonction de l'arc qu'on utilise et du type d'armement, on va armer plus ou moins haut. Et puis ça dépend aussi de la distance à laquelle on veut tirer. Pour un tir très haut, très loin, on va soit lever l'arc, soit baisser la main droite, qui va donc permettre de tirer avec un angle plus ouvert. À ma connaissance, le tir à l'arc a été pratiqué sur tous les continents depuis la préhistoire. Il n'y a pas d'endroit où l'humanité s'est installée et où on n'a pas pratiqué cette discipline.
Alors en Europe, il y a 3 zones principales. Il y a la zone anglo-saxonne, la Scandinavie et l'Europe de l'Est, donc la Hongrie principalement. Pendant la préhistoire, tout d'abord, on se servait de ces arcs pour chasser principalement. Et puis c'est l'invention de l'agriculture il y a environ 10 000 ans et donc de l'économie de production qui a poussé les hommes à s'armer pour protéger leurs biens et pour conquérir ceux des voisins. Et c'est à ce moment-là que l'arc est devenu un objet de guerre et qu'il s'est développé dans ce sens-là tout en étant toujours utilisé pour la chasse. Un autre point important quand on tire à l'arc, que ce soit avec un arc traditionnel, composite, un longbow, un recurve, un poulie, un barebow, un arc moderne, c'est la respiration. La respiration, elle est extrêmement importante parce qu'elle va permettre déjà d'accentuer la concentration et puis également d'être plus régulier dans son tir. Alors, moi, je travaille selon une discipline qui a été mise au point par Jean-Marie Coche, un archer qui vivait dans le Vercors et qui a mis au point une technique de tir intuitif qui est basée sur la respiration diaphragmatique. Alors les pratiquants d'arts martiaux connaissent sûrement ces exercices de respiration que l'on pratique beaucoup, mais la respiration adaptée au tir à l'arc, elle se décompose en 3 temps. Le premier temps, c'est de prendre une grande inspiration avant de tirer, en se concentrant sur l'objectif que l'on cherche à atteindre. Ensuite, au moment où on va armer l'arc, donc où on va tendre la corde, on va expirer progressivement. Une fois arrivé au point d'ancrage, ici, on va rester en apnée 2-3 secondes, le temps d'ajuster son tir, et au moment de la décoche, on va expirer le reste d'air qui reste dans les poumons. Et en faisant ça régulièrement, ça va permettre de tirer toujours au même endroit et de faciliter les repères gestuels. Puisqu'on tire à l'arc, si la position est bonne, le tir est bon. Du coup, il faut avoir toujours le même geste pour que les 2 mains se positionnent au même endroit. Donc en pratique, ça donne... Si les arcs eux-mêmes ne diffèrent pas trop selon leur usage, à part peut-être pour la puissance, ce sont les flèches, elles, qui changent pas mal et qui ont évolué au fil des temps, en particulier au niveau des pointes. D'abord, les pointes, elles étaient en bois, elles étaient taillées en pointe et noircies au feu pour les rendre plus dures. Puis elles ont été remplacées par des silex taillés et fixés au fût par des ligatures en cordelette ou en tendon, et puis par des pointes métalliques. Les flèches médiévales, elles sont assez standardisées parce qu'elles étaient produites en très grande quantité. Elles sont lourdes comparées aux flèches des arcs composites orientaux. Ça augmente leur capacité de perforation et ça permet justement qu'elles soient beaucoup plus efficaces contre les armures, puisque les armures évoluent aussi de leur côté et les artisans, les forgerons, doivent adapter les flèches en fonction de la protection des guerriers en face. Voici des flèches médiévales occidentales. Tout d'abord le fût est barled, c'est-à-dire qu'il est plus large au milieu que sur les extrémités. L'encoche est renforcée par un insert en bois plus dur et taillé à même le fût. L'empennage en plumes d'oie, de dinde, de corbeau parfois, de cygne, est ligaturé au fût en plus de la colle pour mieux tenir. Et la pointe est en fer forgé. Ici c'est une perce-maille, très efficace sur les côtes de maille. Ici, une flèche perce-armure, beaucoup plus effilée pour passer sous les plaques et dans les armures de cuir. La flèche incendiaire ou la flèche boute-feu qui forme une petite cage dans laquelle on met de l'étoupe trempée dans la poix, on y met le feu et quand on tire, ça va permettre par exemple d'incendier les voiles de navires ou de semer la terreur dans des villages. Et la flèche à pointe barbelée, celle qui est impossible à sortir d'une blessure ou qui va l'aggraver au moment où on va essayer de ressortir la pointe. Ce n'est qu'un petit échantillon des nombreuses variétés de pointes que l'on peut retrouver sur des flèches médiévales. Il y a d'autres types de flèches bien sûr, mais voilà, ça c'est celle que j'ai en démonstration. Les encoches des flèches aussi, on peut les améliorer par l'insert d'un bout de cuir ou d'une pièce en bois plus dure, qu'on place perpendiculairement dans le fût. Et ça évite l'éclatement de la flèche au moment de la décoche. Sur les flèches orientales, on retrouve parfois une encoche rapportée en corne ou en os. L'empennage, enfin, donc les plumes, c'est de la plume d'oie et en général, c'est ligaturé à la hampe pour renforcer l'empennage et pour éviter qu'il s'abîme au moment du tir. Un autre point important en tir oriental, c'est un geste que l'on appelle le katra et qui vient au moment de la décoche. Sur le longbow, la flèche est posée de ce côté de l'arc.
sur le tir oriental, elle est posée de l'autre côté. Et sur ces arcs-là, il n'y a pas de fenêtre de tir. L'arc est droit des deux côtés. La flèche, elle vient se poser sur la main, ici sur le pouce. Au moment de la décoche, la flèche a tendance à s'enrouler autour de l'arc et donc elle est un peu déviée. Elle va perdre de l'énergie et de la précision à se restabiliser pendant son tir. Le 4A, c'est un geste qui va permettre, au moment de la décoche, d'éliminer l'arc, c'est-à-dire on va envoyer l'arc sur le côté. Alors, les Asiatiques, par exemple, en tir traditionnel chinois ou coréen, peuvent parfois faire un geste très exagéré comme ça, où l'arc se retrouve vraiment à l'horizontale, alors que sur certaines disciplines, c'est juste un tout petit geste sur le côté, presque imperceptible, mais qui va juste éviter que la flèche ne touche l'arc au moment de la décoche. Donc un tir avec un 4A, ça donne... L'arc droit, il est monoxyle, comme on l'a dit tout à l'heure, donc taillé dans un bloc de bois. Par contre, l'arc composite, lui, il est composé de plusieurs matériaux. D'abord, il y a une âme en bois ou en bambou, qui est donc une partie centrale de l'arc. Et puis cette partie, on va l'habiller avec des tendons sur le dos, donc la partie de l'arc qui est vers la cible, qui va donner plus d'extension, et avec la corne sur le ventre de l'arc, qui est la partie vers l'archer, pour résister à la compression. Pour bander un arc composite, un arc à double courbure, c'est exactement le même principe que sur un longbow. Un arc de cette taille, qui est beaucoup plus long que les arcs turcs, peut se tirer indistinctement, soit au pouce, soit avec l'appréhension méditerranéenne, donc à 3 doigts. L'arc est assez long pour que, au moment de l'armement, on ne se fasse pas mal à cause de l'angle de la corde. Ça, c'est vraiment à l'archer ou à l'archère de décider ce qui lui convient le mieux. Les différents éléments sont collés, avec des colles à base de poisson ou des colles animales en tout cas. Et la plus réputée d'entre elles est généralement la colle de vessie natatoire d'esturgeon. C'est la plus pratiquée et celle qu'on a retrouvée sur la plus d'arcs anciens. Le tout est enrobé de cuir, d'écorce ou parfois de peau de serpent pour protéger des intempéries et éviter que l'arc ne s'abîme. On ajoute également des scias en bois ou en os qui font office de bras de levier à l'extrémité de chaque branche et qui vont démultiplier la force humaine nécessaire à armer l'arc. Les 3 astuces pour bien tirer. Tout d'abord, le matériel. Qu'on tire en classique, en poulie, en composite, en barebow, en flatbow, en longbow, etc. Le matériel qu'on a dans les mains et les flèches, c'est extrêmement important pour bien tirer. Mais il y a également tous les accessoires. On peut tirer avec ou sans carquois, avec ou sans brassard, avec ou sans palette, avec ou sans anneau. Les cordes sont traditionnellement en cuir, en tendon, en boyau, en fibre de bambou, en crin de cheval, en soie, etc. Tout ça, ça dépend vraiment des matériaux auxquels on a accès, auxquels l'artisan a accès quand il fabrique l'arc. Elles possèdent en général une boucle autonome à chaque extrémité et viennent se fixer sur les encoches des scias. Donc la corde orientale, elle est en 3 parties habituellement, alors que la corde du longbow, elle est en une seule partie. La deuxième astuce, c'est la posture. Une bonne posture, c'est une bonne flèche. La posture, on déverrouille les genoux, on déverrouille les 2 coudes, on se met dans l'axe de la flèche. Au longbow, on incline la tête dans l'axe de la flèche. À l'arc composite, on peut rester droit. On vient armer et on lâche la corde. Et là, ça devrait y aller tout seul. Pour la fabrication, il faut compter de 2 à 5 ans, si on comprend les séchages du bois, des colles, des tendons, etc., pour confectionner un arc composite digne de ce nom. Mais son espérance de vie est bien supérieure à celle des arcs droits, à tel point qu'un bon arc se transmettait souvent d'un guerrier à un autre pendant des générations. La troisième astuce, c'est l'objectif. Tout d'abord, il faut arriver à tirer efficacement, sans se faire mal et être content de son tir. Le deuxième point, c'est de grouper ses flèches. Plus les flèches sont groupées dans une petite zone, plus le tir est efficace. Et le troisième point, c'est essayer de grouper toutes les flèches au milieu de la cible. L'arc court
a été créé pour faciliter le tir à cheval. L'archer peut pivoter sur sa monture sans être gêné par la branche inférieure de l'arc, et la technique de tir est différente de celle du longbow, où on tire avec 3 doigts. Ici, on utilise uniquement le pouce, qui est protégé par un anneau, qu'on appelle le zigir en turc. Et cet anneau-là, il vient donc crocheter la corde sur le côté, et la flèche est placée du côté droit de l'arc, quand on le tient dans la main gauche, et non pas du côté gauche, comme le longbow. Ça permet un armement plus rapide et une immobilisation de la flèche pendant le tir, contrairement au longbow. Quand on tire à cheval, il faut vraiment que la flèche puisse rester immobilisée sur l'arc. L'utilisation de l'arc long par l'armée anglaise, elle est venue parce que pendant les conquêtes du Pays de Galles et de l'Écosse, il y a eu beaucoup de défaites parce que les Écossais et les Gallois utilisaient des arcs et les Anglais n'étaient pas préparés. Du coup, ils se sont dit, tiens, cette arme a l'air intéressante, ils se sont équipés et à partir de ces conquêtes-là, vont requérir très massivement à l'archerie. Ça leur a permis de vaincre les piquiers gallois, puis les Écossais, et cette arme a été également décisive pendant les grandes batailles de la guerre de 100 ans, les grandes batailles célèbres, donc particulièrement Crécy, Poitiers ou Azincourt. De nombreuses solutions ont été essayées par les Français pour neutraliser cette arme. Mise à pied des combattants montés, l'augmentation de la surface protégée par les armures, la protection des chevaux, la neutralisation des archers, etc. Les Français ont dû se résoudre pendant longtemps à juste éviter de combattre les Anglais de front en rase campagne, puisqu'ils n'étaient pas équipés, ils ne faisaient pas le poids, tout simplement. Et du coup, ils ont réorienté leur stratégie vers une guerre de siège, plutôt. La stratégie défensive, qu'implique l'utilisation de l'arc long, est seulement battue en brèche par l'apparition de l'artillerie en fin de Moyen-Âge. Le corps des francs archers, chargé de la police des villes, a été créé par Charles VII en 1448. Et puis au XVIe siècle, là, les archers sont définitivement supplantés par les arquebusiers et l'archerie en Occident n'est plus utilisée comme corps militaire. Les 3 astuces de concentration. Alors, la première astuce, c'est la respiration. Au moment où on va tirer, on inspire pleinement et puis on va expirer progressivement au moment de l'armement. Une fois à l'armement, on reste en apnée 2 secondes et puis on expire ce qui restait dans les poumons au moment de la décoche. En Occident, l'arme est une arme de piéton. Il équipe des soldats peu fortunés qui achètent eux-mêmes leur équipement et ça fait de l'arc une arme qui a peu de prestige, qui est assez peu réputée. Et puis dans la société médiévale occidentale, il faut savoir aussi que le code de chevalerie glorifie le combat au corps à corps, à l'épée, à la hache, à la masse, etc. Les armes de distance sont mal vues et elles sont jugées peu honorables. La deuxième astuce, c'est la visée, ou plutôt l'absence de visée. En tir intuitif, on ne vise pas, on n'aligne pas sa flèche dans l'axe de la cible. On regarde uniquement l'objectif que l'on veut atteindre. Et là, si la position est bonne, c'est le cerveau qui fait le reste, le corps qui fait le reste, et la flèche va où on regarde. Sur le champ de bataille, les flèches sont transportées par des chariots et fournies aux archers par faisceaux ligaturés de 12 ou 24 flèches. Le carquois n'est pas fréquent chez les archers anglais, en tout cas au XIVe siècle, parce qu'on estime que sortir la flèche du carquois, ça prend trop de temps et ça ralentit la cadence de tir. Et là, le but, c'est vraiment de tirer le plus de flèches possible dans un temps aussi réduit que possible. Au début du XVe siècle apparaît la trousse. La trousse, c'est une sorte de petit carquois très simple en fait. C'est un cylindre de toile cirée ou de cuir fin huilé, dont une extrémité est cousue d'un rond en cuir et percée de 12 ou 24 trous, justement la taille des faisceaux, afin de laisser passer les flèches. C'est un carquois très léger qui permet à la fois de protéger les flèches de l'humidité et aux archers cavaliers, aux archers montés, de transporter leurs munitions à cheval. Au XIVe et au XVe siècle, un archer anglais est censé pouvoir tirer au moins 10 flèches par minute ou 16 tirs ajustés par minute. Ça, c'est pour les archers expérimentés. On tire souvent un petit peu moins, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des arcs de très grande puissance et que donc on est obligé de reposer un minimum entre 2 flèches. La troisième astuce, c'est la décoche, que l'on tire à la mâchoire, à la bouche ou à l'œil. Une bonne décoche, propre, sans geste superflu, et la flèche est dans le mille. La cadence de tir des arcs longs anglais est bien supérieure à celle des arbalètes, qui sont capables au maximum de tirer 4 fois par minute. Le gros avantage de l'arc par rapport à l'arbalète, c'est déjà sa cadence de tir, mais c'est aussi qu'il peut effectuer des tirs en cloche, alors que l'arbalète tire uniquement en tir tondu, et qu'elle devient moins efficace avec la distance. D'autre part, l'arc peut facilement être débandé, on met sa corde à l'abri, et il est beaucoup moins vulnérable à la pluie qu'une arbalète, ce qui a été décisif notamment lors de la bataille de Crécy, où les arbalétriers ont pris la pluie et les arbalètes ont été beaucoup moins efficaces.
D'autant plus que les cordes des arbalètes, qui sont en air, perdent de leur puissance quand elles sont humides, contrairement aux cordes de chanvre des arcs longs qui gagnent en dureté lorsqu'elles sont mouillées. Elles craignent l'eau, mais ça n'impacte pas sur l'efficacité du tir. L'arc anglais a tellement fait parler de lui que la plupart des mesures utilisées en archerie traditionnelle occidentale aujourd'hui appartiennent au système anglo-saxon. La puissance d'un arc se mesure par convention en livres pour une allonge de 28 pouces. Ça correspond à peu près à 71 cm et c'est en moyenne l'allonge d'un homme adulte. Donc par exemple, un arc de 80 livres, d'une puissance de 80 livres, signifie qu'il faudrait un poids de 80 livres accroché à la corde pour lui faire atteindre les 28 pouces d'allonge. Il faut donc à un archer une force de 80 livres, c'est-à-dire 36 kg, pour armer l'arc à 28 pouces. Mais certains arcs orientaux, mongols, chinois, coréens, etc., s'arment à des allonges bien supérieures, parfois 31, 32, 33 pouces, voire plus. Ce sont des allonges qui sont possibles justement par la forme courte de ces arcs. Pendant la guerre de 100 ans, où les archers étaient particulièrement entraînés, les arcs qui nécessitaient pour être armés une force de 120 à 130 livres à peu près étaient particulièrement répandus. D'ailleurs, on a retrouvé l'épave d'un bateau, le Marie Rose, entre la France et l'Angleterre, qui a été coulé en 1545. Et dans cette épave, il y avait beaucoup d'arcs et de flèches, et il y a eu plein de tests scientifiques qui ont été réalisés sur ce matériel. Et la majorité des arcs qu'on a retrouvés nécessitent une force qui va de 80 à 180 livres à peu près. Ce qui montre que la puissance des arcs médiévaux n'est pas standardisée, mais qu'en fonction de l'usage, de l'archer, du facteur, de la qualité du bois, etc., on peut avoir des puissances très différentes sur des arcs. La vitesse de flèche est initialement d'environ 200 km/h, ou 55 mètres secondes, et chute à 36 mètres secondes, donc 130 km/h, à 200 mètres de distance. Les flèches sont incapables de percer une armure de plate à cette distance, mais elles sont efficaces contre les côtes de mailles quand la distance est inférieure à 100 mètres et contre les armures de plate à moins de 60 mètres. Du côté des arcs composites, donc des arcs orientaux, les arcs de guerre sont généralement un peu moins puissants, allant de 60 à 160 livres. Certains arcs d'entraînement font moins, mais quelques rares arcs d'apparat peuvent atteindre les 250 livres. Ce qui les rend totalement inutilisables. Les archers turcs sont célèbres pour des records de distance qui ont été attestés. Le record absolu de tir à l'arc composite naturel a été atteint en 1550 avec une portée de près de 846 mètres. Une stèle, d'ailleurs, est toujours visible à Istanbul et a été érigée en l'honneur de cet événement. Pour comparaison, les longbows historiques les plus puissants tirent à peine plus de 400 mètres. Les records actuels, là, aujourd'hui, en 2021, avec les arcs et les flèches adaptés au tir de longue distance, sont de 412,8 mètres au longbow. Donc l'archer qui a fait ce record, c'est József Mónus, qui est un Hongrois. Et au tir à l'arc composite, c'est Ivar Mald, un Norvégien, qui a atteint les 566,83 mètres. Avant l'islam, les arcs ne sont que très rarement utilisés. Pour la chasse principalement. Dès le début de l'expansion de l'islam, c'est-à-dire à partir du 7e siècle à peu près, les Arabes vont utiliser l'archerie militaire, bien qu'elle reste longtemps minoritaire, mais c'est au contact des populations d'Asie centrale, donc des peuples des steppes, que l'archerie va se développer, principalement par l'engagement de mercenaires au sein des armées. Les Arabes consacrent au tir à l'arc une importante littérature qui est arrivée jusqu'à nous, et ils ont écrit de nombreux traités sur sa construction, sur les techniques de tir, etc. On peut citer la Furusiyya des Mamelouks, par exemple, qui est un véritable code militaire extrêmement complet et qui accorde une grande part à l'archerie, mais qui parle également d'équitation, de combat à l'épée, à la lance, la fauconnerie, etc. Et ce traité a été écrit et amélioré en continu entre les XIIIe et les XVIe siècles à peu près. Et c'est vraiment une base de données extrêmement importante encore aujourd'hui sur l'archerie orientale médiévale. L'armée mongole est composée exclusivement de cavaliers, majoritairement légers et archers, ils ont tous un arc dans leur équipement, et leur technique de combat, c'est vraiment le harcèlement. Ils encerclent l'ennemi, ils lui font croire qu'il s'enfuit, puis ils se retournent et font pleuvoir sur lui une pluie de flèches. Et c'est une technique qu'on appelle le tir part, et qui a été rendue célèbre par les armées mongoles et les armées persanes, qui étaient alors sous domination mongole. En campagne, chaque cavalier mongol emporte avec lui 2 voire 3 arcs, 2 cordes par arc et une soixantaine de flèches. L'arc mongol, il compte parmi les plus longs arcs composites, environ 1,50 m, ce qui est beaucoup plus grand qu'un arc turc par exemple.
Les Perses, qui ont été envahis par les troupes de Gengis Khan entre 1219 et 1335, ont également longtemps utilisé l'arc mongol et avant ça l'arc turc quand ils étaient sous influence de l'empire seldjoukide, c'est-à-dire entre 1037 et 1194. Les Turcs, eux, sont issus des tribus turkmènes, venues également des steppes, mais se sont sédentarisés très tôt. De ce fait, ils ont pu développer au maximum la technologie de l'arc composite, le choix des matériaux, les techniques d'assemblage, etc., jusqu'à l'amener à son paroxysme pendant l'Empire ottoman, donc de 1299 à 1222. Autant voire plus de puissance qu'un arc droit pour moins d'efforts, notamment grâce à l'effet des scias, l'effet levier, c'est vraiment le point fort de ces arcs composites. C'est un tout petit arc, donc plus facile à manier, plus léger, transportable bandé dans son carquois d'arc et parfait pour le tir à cheval, la discipline à laquelle ont excellé les peuples cavaliers des steppes, des Mongols ou hongrois. L'arc composite est certes long à fabriquer, mais s'il est bien entretenu, il dure bien plus longtemps qu'un longbow et peut se transmettre de génération en génération comme un héritage familial. De nombreux arcs composites étaient d'ailleurs de véritables œuvres d'art, recouverts de cuir, peints, calligraphiés, à la poignée incrustés de pierres précieuses, ce qui les rendait extrêmement précieux. Alors le tir à l'arc, c'est une grosse part de ma vie parce que je pratique quasiment à chaque fois que je peux. Alors évidemment quand il fait beau, je tire pas en club, je tire vraiment seul, soit sur un petit pas de tir que je me suis équipé à côté de chez moi, soit en billboard, c'est-à-dire tir à l'arc dans la forêt où on tire sur des cibles naturelles, uniquement des souches d'arbres, des mottes de terre, etc. Comme activité, donc j'ai le Scriptorium d'Ishtar, alors qui est en fait le nom de mon site internet. C'est pas une association ou une structure administrative. C'est le site internet qui regroupe un petit peu mes différentes passions, mes différentes activités. Il y a donc la musique, mais plus ma partie perso, ma partie solo musicale, parce que pour la partie professionnelle, j'ai le site internet d'Ishtar, qui parle uniquement de mon projet professionnel. Là, sur le Scriptorium, c'est plus présenter mon instrumentarium déjà, donc mes instruments, et puis présenter des enregistrements que j'ai fait en solo par exemple. La partie Scriptorium, c'est tout ce qui est calligraphie, enluminure. Alors l'enluminure occidentale, mais également l'enluminure orientale, qu'on appelle le T-zip, avec de la dorure à la feuille d'or, etc. Et puis, une autre activité que je classe dans la partie calligraphie enluminure, qui est la sculpture de rosaces en parchemin. Donc c'est du parchemin sculpté très finement, superposé en plusieurs épaisseurs. Et c'est une discipline qui date de la Renaissance et qui servait à embellir les rosaces des instruments de musique. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec des luthiers comme Hugo Casalonga ou Asier de Benito en Espagne pour travailler sur leurs instruments, faire des rosaces pour leurs instruments à eux. Et puis donc les flèches d'Ishtar, ça c'est l'activité liée au tir à l'arc sur le site internet, donc qui présente mon matériel, des infos sur ma technique de tir, et puis les vidéos que je fais régulièrement quand je vais tirer.